Game begin. Bonjour à tous et merci d'être tous présents ici. Je pense que la surcharge featurelle, c'est quelque chose que vous devez rencontrer. C'est peut-être pour ça que vous êtes tous là. C'est quelque chose qui vous parle, la surcharge fonctionnelle. Je précise parce que il y a une personne de l'orga d'FS Toulouse qui m'a envoyé, vous savez, les espèces de petites tweets où on présentait le talk et la personne pour faire un peu la promotion. Et sur ce petit tweet-là, il y avait écrit « surcharge pondérale ». Comment perdre sa surcharge pondérale? Alors, je ne l'ai pas vu, moi, mais la personne m'a dit « Ah bah, en fait, oublie l'image, hein, c'était pas ça. On va refaire, on va bien mettre featural. » Donc, en effet, je ne vais pas vous parler de surcharge pondérale. On n'est pas là pour faire un cours de fitness. Même si ça vous dit, on peut le faire tout à l'heure ce soir dans le bar. Mais en tout cas, c'est pas pour maintenant. Donc merci pour la petite présentation. Je m'appelle Estelle Landry, je suis product owner chez Helium, une start-up montpelliéraine dans le domaine de l'adtech. Alors l'adtech, c'est la publicité. Notre but, c'est de créer des campagnes publicitaires et essayer de bien les diffuser sur plusieurs types de canaux. Ça va du YouTube, du Facebook, sur vos téléphones, sur des applis diverses, sur des sites. Alors je suis désolée, vous allez un peu me haïr. Mais voilà, notre but, c'est de faire de la bonne pub et des choses qui soient bien pour autant l'utilisateur que du côté après agence de pub. Je mettrai les slides sur Twitter si ça vous intéresse. Je fais partie des Duchesses, qui est un regroupement d'hommes et de femmes qui essaie de promouvoir la femme dans la tech, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans les sociétés, mais aussi dans les conférences. Donc voilà, petit clin d'œil au petit groupe. J'organise aussi à Montpellier les Meetup UX avec l'association Flupa, et comme on l'a très bien dit et comme François tout à l'heure l'a dit, on organise une conférence à Montpellier le 27 et 28 juin au soleil. Donc comme nos amis toulousains, on est des bénévoles, on fait ça par plaisir. On a les mêmes types de sujets, ça va du dev à l'ops, à de l'UX, à des choses un peu plus aussi méthodo. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est sur 2 jours et ça sera le 27-28. Donc on va commencer le talk, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire. Je vais faire comme mon collègue qui était tout à l'heure là. Cette histoire parle d'une développeuse. Alors comment vous voulez qu'on l'appelle? Gertrude, Estelle? Ben non, ça va, j'ai des chevilles, mais là, c'est cool. Non, qu'est-ce que vous avez comme prénom? Caroline? Allez, Caroline. Donc Caroline a eu son diplôme d'ingé, ou n'importe, hein, elle fait du dev, elle est super contente parce qu'elle va pouvoir enfin mettre en production. Elle se dit, c'est bien de coder dans ses études, mais le kiff, c'est quand même qu'il y ait des utilisateurs qui l'utilisent, ce qu'on produit. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute des features à un super produit, et on vient souvent l'embêter pour en rajouter de nouvelles. On a souvent des exemples comme « Caroline, ça serait pas mal que tu rajoutes ça parce que tu trouves pas que ça serait mieux ?» Oui. Caroline, certains utilisateurs m'ont demandé de rajouter un petit bouton, là, tu sais, une fonctionnalité, c'est 2 fois rien, tu peux pas le faire? Oui. Ah, mais Caroline, pour valider un super prospect, il me faut cette fonctionnalité-là. Parce que si je l'ai pas, mon prospect il est mort, on va pas signer. Ou encore tu penses pas qu'on pourrait faire ça? Et pour finir, ce que j'adore, souvent le commercial qui arrive et qui dit « Tu trouves pas que le bouton il est un poil trop gros et puis en bleu ça irait mieux quand même ?» Bon, ce genre de questions, je sais pas si vous les avez eues, mais moi qui travaillais au début, Caroline, excusez-moi, quand elle travaillait dans sa première société, on n'a pas vu, hein, vous l'avez pas entendu, quand elle travaillait dans sa première société, elle avait que des petites choses comme ça, les gens venaient la voir directement en venant lui demander de rajouter des fonctionnalités. Et un beau jour, Caroline, on lui demanda la feature de trop. Vous savez, cette feature, quand vous la voyez arriver, vous sentez que c'est pas bon. Vous sentez que cette feature-là, pour l'ajouter dans votre modèle, ça va être un désastre. Vous sentez que du coup, alors ça, les bacs ont des frayeurs là, mais au niveau front aussi, des fois, c'est assez complexe. Parce que même si on veut rajouter un petit bouton par-ci, par-là, mettre une couleur pour que ça soit visuel, c'est compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Caroline? Elle s'est dit, je vais aller voir mon lead technique, qui a souvent des solutions à tout, et du coup, Caroline va demander quelle est la solution numéro 1 à faire si j'ai trop de complexité, si ça devient trop compliqué.
Du coup, son lead technique lui a dit « Écoute, t'as essayé de réécrire un peu ton code ?» Du coup, Caroline l'a dit bah ouais, je vais le faire. Oui, il y a des choses qu'on peut peut-être simplifier, c'est une bonne idée. En l'occurrence, ça n'a pas marché pour Caroline, mais pas du tout. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour Caroline, ça n'a jamais été une très bonne solution. En tout cas, bon, elle a essayé. Elle est quand même revenue auprès de son lead technique en lui disant est-ce que tu n'as pas une deuxième solution qui permettrait de gérer un peu cette complexité qui est énorme? Et là, le lead a dit bah écoute, dernière solution, il faut gérer la dette technique. C'est vrai que c'est un problème, il faut la gérer. Donc, en effet, oui, c'est bien de peut-être rajouter un nouveau framework ou peut-être faire de nouveaux choix architecturaux. Mais ce qui embêtait Caroline, c'est qu'elle voyait que sa complexité continuait à monter, à monter, à monter. Donc, finalement, Caroline s'est documentée et elle a vu qu'en fait, il existait plusieurs types de complexité. La complexité accidentelle, qui est celle que l'on crée développeur en codant, en rajoutant du code, et la complexité essentielle, qui, elle, n'est pas reliée au code, c'est celle qui est liée au problème que le logiciel est en train de régler. C'est-à-dire toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute pour notre utilisateur. Au final, tout ça, ça crée cette complexité essentielle. Et donc, Caroline avait compris que plus le temps passait, et plus la complexité essentielle augmentait, mais de manière très exponentielle. Elle s'est renseignée, elle a essayé de voir qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qui était au cœur de ça, de cette croissance exponentielle. Elle a trouvé le terme surcharge fonctionnelle. Alors oui, j'ai nommé surcharge featurale pour faire la blague avec la surcharge pondérale, mais la surcharge fonctionnelle, ça existe. Il n'y a pas réellement de définition. Donc Caroline a cherché sur Wikipédia, bien sûr, la source de toute vérité. Et Caroline a trouvé que surcharge, sa définition, c'était la charge supplémentaire à la normale de fonctionnalités implémentées dans son outil pour que l'utilisateur fasse son traitement. Ok, donc Caroline, elle s'est dit, il y a une charge supplémentaire. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut que je supprime des fonctionnalités. Elle s'est dit, finalement, ma première action là maintenant pour lever cette complexité, ça va être de supprimer des features. Vous savez, ces features où on sait que c'est pas du tout utilisé, ou 1 à 2 fois par année, en fin d'année pour faire des exports, mais par contre, en termes de maintenance, c'est... Je trouve, j'ai même pas de mots. C'est l'horreur. C'est-à-dire qu'en termes de coût de maintenabilité, c'est assez énorme. Donc elle s'est dit, ces fonctionnalités-là, je vais essayer de les supprimer. Donc ce qu'elle a remarqué premièrement, c'était une bonne idée, mais par contre, elle a eu beaucoup d'écueils. Première chose, c'est que le fait de supprimer des fonctionnalités, c'est beaucoup plus lent que d'en rajouter. La suppression fait qu'en fait, on prend beaucoup de temps à voir où cette fonctionnalité a été implémentée dans le code et finalement, comment on peut la retirer sans tout casser. Est-ce qu'on va devoir faire des scripts de mise à jour, de migration de base? Est-ce qu'on va devoir faire des mails aux peu d'utilisateurs qui utilisaient cette fonctionnalité-là? Il y a beaucoup de choses à penser. Mais surtout, imaginez Caroline et son CTO expliquer « Oui, cette semaine, nous avons supprimé 2 fonctionnalités, voire même 3. » Je pense qu'au niveau business, ils vont se dire « Mais ils se félicitent d'avoir supprimé des fonctionnalités, mais ils sont tombés sur la tête, les gars. » Et en fait, oui, c'est frustrant, c'est un biais cognitif que tout le monde a, c'est que quand on passe du temps à faire quelque chose, le fait de le supprimer, ça nous atteint, notre petit cœur est touché, et c'est compliqué de le faire. Donc au final, Caroline s'est redit, est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième solution? Cette deuxième solution, c'était de laisser mourir son application. Vous savez, ces applis où vous les utilisez depuis tellement longtemps que vous savez à quoi vous attendez, ça fait le taf. C'est pas ouf parce que bien sûr, vous n'avez pas pu modifier, vous n'avez pas pu changer de langage, vous n'avez pas pu passer sur des choses un peu plus trendy, et du coup, cette appli meurt. Et après, que vous allez faire, c'est que vous recréez une nouvelle appli, et puis du coup, vous passez sur cette nouvelle appli. Eh bien, écoutez, ça peut marcher. Il y a un exemple dans notre société qui montre bien ça à partir du logiciel Fogbugs. Est-ce que vous connaissez le logiciel Fogbugs? Non? C'était un logiciel qui permettait de faire du ticketing, c'est-à-dire de la remontée de bugs. Lorsqu'un client remontait un bug, il y avait tout un workflow, tout genre de choses. Et l'équipe, au bout d'un moment, a rencontré le même problème que Caroline, c'est que, ok, on n'arrivait pas à rajouter de fonctionnalités simplement, il y avait plein de nouvelles technos qui sortaient et qui étaient super bien et qu'on ne pouvait pas utiliser parce que techno vieillissante.
Donc à Fogbugs, ils ont dit on va le refaire. Mais on ne va pas le refaire avec les fonctionnalités et le besoin utilisateur d'il y a 5 ou 10 ans. On va le refaire avec besoin utilisateur de maintenant. Et c'est là où ils ont été génialissimes, parce que Fogbugs, c'est la même chose que Trello. Le nouveau bébé, c'est Trello. Et maintenant, vous connaissez tous Trello, alors que Fogbugs, même si c'était vieux, je pense qu'on est peu à l'avoir utilisé. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il y a bien un cycle de vie, au niveau applicatif. C'est que des fois, il faut laisser mourir les choses et laisser mourir vos applicatifs. Bon, Caroline, en effet, vous l'avez compris, c'était un peu moi dans mes premières années de développement. Et cette moralité-là, je ne sais pas vous, mais ça ne va pas, non ? J'ai l'impression que c'est bien de dire qu'il faut laisser mourir ses applis, mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est pas cool, quoi. On laisse le problème mourir et on redémarre quelque chose. Donc peut-être, alors c'est là où je me suis posé la question, peut-être qu'il existe des choses qui permettraient de simplifier cette complexité-là et qui du coup permettraient que nos applis vivent mieux. Et c'est une question que j'avais souvent en tête jusqu'au jour où j'ai vu un documentaire sur Arte qui s'appelle « Le cerveau en surcharge ». Est-ce que vous l'avez vu ? Je vois des petits oui. Ce documentaire, pour l'expliquer rapidement à tout le monde, montre que dans nos vies, on ajoute un nombre incalculable de connexions, de notifications dans nos vies, à partir de nos téléphones, de nos tablettes, de nos PC, du PC du boulot. Maintenant, on a toutes ces notifications qui sont transportables avec nous. Et du coup, tout ça crée une surcharge au niveau de notre cerveau. Parce qu'imaginez, il y a quelques années, on l'a tous connu, il y a 20 ans, on avait les premiers ordinateurs, l'ancien Minitel du grand-père. Donc on a vécu le début de Caramel, de MSN, avec les Wiz, vous vous en souvenez, c'était chouette. C'était le côté nostalgie. Mais ça vous montre qu'en fait, on commençait déjà à avoir des notifications, mais ça restait sur un PC qui n'était pas transportable chez les parents, dans le bureau familial. Donc au final, pas de surcharge. Je ne vous parle même pas il y a 50 ans avec les transistors, et je ne vous parle même pas il y a une centaine d'années. Après, je suis d'accord avec vous, je pense que ne pas avoir de fonctionnalité du tout, c'est une mauvaise chose. Mais avoir une surcharge, non plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Est-ce que finalement, notre application qui se consume de l'intérieur, qui rencontre énormément de complexité, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça nous ressemble aussi, comme nous ? C'est-à-dire, nous, humains, on a cette surcharge, on la vit tous les jours avec ces notifications. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle entre ces deux choses, l'applicatif et l'humain ? Est-ce qu'un humain en burn-out ne correspondrait pas à un crash d'appli, par exemple ? Désolée, je grossis le trait, c'est très imagé. Mais on peut se poser la question. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des piliers de simplification qui se baseraient sur des éléments un peu psychologiques qu'on pourrait donner à un humain, et je les ai transposés sur une application pour voir si ces bonnes pratiques côté thérapeutique ne peuvent pas s'appliquer sur notre appli. On en discutera après dans les office hours si vous avez une opinion différente que la mienne. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire 4 piliers de simplification que vous pourriez peut-être plus tard réutiliser. Et pour commencer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand un humain est en burn-out ? Qu'est-ce qu'on lui conseille ? Souvent, vous avez les psys où vous allez carrément sur psychologue.com ou auféminin.com ou Doctissimo et vous tapez « je suis en burn-out, qu'est-ce qu'on fait ?» Souvent, la première chose qui sort, c'est il faut repartir d'une page blanche. Donc humainement, c'est quoi ? Il faut reprendre tout ce qui est au cœur de votre vie, vos passions, qu'est-ce qui vous fait vivre ? Donc souvent, vous allez dire ma famille, mes enfants, mon chien, mon travail. Mais c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. Donc souvent, là on oblige la personne qui est en thérapie de ne reprendre que ces éléments essentiels. Donc ça, je me suis dit, finalement, c'est un peu, dans notre appli, savoir pourquoi on réalise notre application. C'est essayer de connaître les valeurs de notre société. C'est essayer finalement de se recentrer sur ce que l'on veut, où l'on veut aller. Quelle est notre vision ? Et pour ça, il y a un atelier qui existe qui s'appelle le Cover Story. Est-ce que vous connaissez ça ? Non ? Personne ? Ça, c'est simple. Le principe, il est que vous allez essayer de partir d'une page blanche et vous allez vous demander, avec toutes les gens de votre société, dans un atelier qui dure à peu près 2 heures, pourquoi on parlerait de nous dans 20 ans ? Quelles seraient
les éléments qui ressortiraient sur notre entreprise si on avait vraiment fait quelque chose de génialissime sur nous. Donc dans ma boîte, on l'a fait. On a passé 2 heures à essayer d'imaginer donc la grande couverture, quelles seraient les images qu'il y aurait sur notre article. On a essayé d'imaginer les gros titres, pourquoi on parlerait de nous. On a essayé d'imaginer quelles étaient les interviews futures qu'on pourrait faire, trouver des graphiques, etc., etc. Et du coup, ça a donné quelque chose comme ceci. Donc nous, Helium, dans notre startup, si on était on the cover dans 20 years, ça ressemblerait à ça. On aimerait parler d'Helium comme une plateforme pour gouverner toutes les autres. On aimerait parler d'Helium comme une société qui a réussi à apprivoiser la jungle de la tech. Et vous pourrez le retrouver dans les slides, mais ce qui ressort de ces slides-là, de ce slide-là, pardon, c'est que vous allez avoir vos valeurs, c'est-à-dire la vision stratégique de la société sur laquelle vous allez essayer de vous appuyer. Ça, c'est quoi? C'est le why. Je ne sais pas si vous connaissez les Golden Circle de Simon Sinek, mais là, on vient de définir le pourquoi on fait notre métier. Mais le but, c'est de savoir comment et avec quoi. Donc maintenant qu'on a défini notre why, le how, on le sait, c'est construire une application que les utilisateurs vont pouvoir se servir pour pouvoir simplifier le domaine de la tech, dans mon cas. Et après, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans l'application, comment on va transmettre ces valeurs dans notre applicatif. Et c'est là où je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je connais qui permet de prendre tous les traits d'une personne ou de quelque chose et le mettre sur un écran. J'ai pensé aux personas. Est-ce que vous connaissez les personas? Là, je pense qu'un peu plus. Je vais juste décrire un persona, pas du coup applicatif, mais un vrai persona comme on l'entend, au niveau marketing et aussi au niveau UX. C'est une cible utilisateur. C'est nos cibles utilisateurs sur lesquelles on veut vraiment que notre application soit vendue et soit utilisée. Par exemple, nous, chez Helium, on a défini 4 ou 5 cibles, et pour ça, on a fait des personas derrière. Mais moi, je me suis dit, pour définir le quoi, on va pouvoir dessiner un persona applicatif. Le persona applicatif de Terra, c'était lui. C'était Terra l'Octopus. L'Octopus, pourquoi? Parce qu'il veut tout faire en même temps, parce qu'il a plein de bras, qu'il veut unifier toutes les plateformes et qui veut pouvoir diffuser plein de pubs à travers ses comment on appelle ça? Des tentacules, merci. Donc du coup, ça ne sert pas forcément à lire parce que c'est très lié à notre domaine métier, mais ce persona applicatif, ça permet de se projeter en disant qu'est-ce qu'on veut dans notre applicatif. Et ça, clairement, moi, je vais essayer dans pas longtemps d'imprimer ça dans ma société en A26 et de le mettre dans l'open space pour tout le monde. Pourquoi? Parce que finalement, pour toutes les fonctionnalités qu'on va démarrer, il y a toutes nos guidelines ici. Il y a vraiment toutes nos guidelines, nos freins, tous les éléments qu'on doit penser quand on va rajouter une nouvelle fonctionnalité. Et c'est vrai qu'en ayant ça permet de se poser les bonnes questions. Quand on ajoute une nouvelle fonctionnalité, on se dit, est-ce que ça va bien avec notre persona applicatif? Est-ce que ça correspond bien à la visu que l'on a de notre produit? Voilà. J'ai défini mon pourquoi, mon comment et mon quoi. Donc maintenant, je suis retournée sur mes sites psychologie.com, etc. pour savoir s'il y a d'autres conseils que je pourrais essayer de transposer. Il y en a un autre qui était, à partir de cette page blanche, n'ajoutez que les activités que vous aimez réellement faire. C'est-à-dire, ne prenez pas tout. En l'occurrence, dans vos vies, vous allez rajouter à ce moment-là du sport, des hobbies, mais peut-être pas trop. Vous allez juste rajouter ce que vous aimez faire la plupart du temps, qui ne vous génère pas trop de complexité. Et ça, au niveau applicatif, j'ai eu du mal à savoir. Mais au final, si on arrive à le transposer, c'est qu'on va essayer finalement de savoir quelles fonctionnalités je dois ajouter et quel est l'ordre de priorité de mes fonctionnalités. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai envie d'ajouter, mais vu qu'elles ne sont pas prioritaires parce qu'elles ne sont pas réellement utilisées, je vais peut-être les mettre de côté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri de cartes. Ça, je pense que vous connaissez. C'est une méthode agile, assez rapide. Enfin, non, pas forcément, parce que vous pouvez le faire avec des utilisateurs, vous pouvez le faire qu'avec les gens de votre société, le but étant de mixer autant le market, le commerce, le marketing, vos utilisateurs. Et ça, le but ultime, c'est de pouvoir lister toutes les fonctionnalités de votre applicatif. En effet, on le fait au départ, mais c'est bien aussi de le faire au début de chaque sprint, où vous allez poser et débattre de toutes les user stories de votre prochain sprint.
Donc nous, on l'a fait au tout début, avant que Terra l'Octopus ne soit sorti. Et on a posé nos cartes. Bon, je vous en ai mis que quelques-unes. Sinon, ma société va être triste que je déploie un peu toutes nos nouvelles fonctionnalités de l'appli comme ça à tout le monde, et sur YouTube. Mais clairement, on a commencé à poser, on a commencé à s'amuser. Oui, il va falloir créer une campagne publicitaire. Oui, il va falloir essayer de paramétrer tous les liens sur toutes les plateformes que je veux unifier. Il va falloir peut-être créer tout un backlog pour mes utilisateurs, etc., etc. Et le tri de cartes, c'est la première étape, c'est de lister les fonctionnalités. Et la deuxième étape, c'est de créer des regroupements fonctionnels. Là, en l'occurrence, dans mon domaine métier, vous allez dire c'est assez simple. J'ai mes campagnes publicitaires, j'ai mes utilisateurs, j'ai mes créatives. Créative, c'est le terme métier pour dire une publicité. Quand vous voyez une vidéo qui apparaît sur votre téléphone, qui vous fait chier d'ailleurs, vous essayez de la fermer avec la petite croix que vous ne trouvez pas, qui apparaît au bout de 30 secondes. Bon, bref, vous savez déjà cette frustration-là. Ça s'appelle une créative dans le milieu. Et ensuite, vous avez la partie paramétrage, parce que forcément, si on veut unifier plein de plateformes, il faut à bout d'un moment qu'on connecte nos API, donc il y a énormément de paramétrage à faire. Donc là, on a réellement nos activités, comme on le disait dans l'article de aufeminin.com, c'est nos activités favorites, c'est nos fonctionnalités sur lesquelles on va bâtir l'applicatif. Mais on n'a pas la priorité. C'est-à-dire que oui, on a posé des fonctionnalités, on les a regroupées, mais on n'a pas de priorité dans tout ça. Il existe quelque chose qui est assez rapide à mettre en place, qui s'appelle le dot voting. Vous connaissez ? Ouais ? Bon, je vais rapidement le décrire. Simplement, vous avez un nombre de points, chaque participant de l'atelier, par exemple 5 ou 6, et vous allez devoir les attribuer sur chaque fonctionnalité qui, pour vous, semble être la plus prioritaire. Vous pouvez mettre 3 points à une fonctionnalité, comme vous pouvez en mettre 1 ou 0 ou rien. Et ça, tout le monde le fait. Et à la fin, dans votre tri de cartes, avec vos regroupements, vous avez directement toutes les priorités qui sont listées. Donc vous savez réellement ce que veut votre utilisateur, qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qu'il sera moins. Alors c'est bien pour vous donner les priorités au niveau de la roadmap, mais c'est aussi bien pour faire tout le design de votre appli. Tout le maquettage, vous pouvez partir de ça. C'est-à-dire que tout ce qui est à partir de la page d'accueil des fonctionnalités primaires, c'est-à-dire prioritaires, c'est celles qui vont avoir le plus de points. Et toutes celles qui vont nécessiter 1 ou 2 clics pour y aller, c'est celles que vous avez le moins de points possible. Donc ça vous a permis, à partir de cette page blanche de Terra, notre Octopus, et maintenant d'avoir listé ces fonctionnalités, de savoir réellement où vous allez. OK ? Ensuite, je suis revenue encore sur ces articles, je suis désolée, c'était ma source d'inspiration. Et au bout d'un moment, j'ai vu sur les articles qu'il y avait toujours « allez voir un psychologue, allez voir un expert, c'est lui qui pourra vous aider, etc. etc. » Je fais « ouais, je ne vais pas aller voir un psychologue pour lui parler de mes applis. » J'arrête le délire, là, j'arrête. J'ai juste un petit peu regardé et j'ai vu qu'il y avait des thérapies qui s'appellent la thérapie cognitivo-comportementale. Et ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé dans le descriptif de cette thérapie que la première étape était de faire une analyse fonctionnelle. Hasard ou pas? Donc finalement, j'ai regardé un peu plus de quoi ça parlait, cette thérapie, ce TCC. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont essayer de trouver tous les blocages de la personne, tout ce qui peut la bloquer au niveau humain, qui crée cette surcharge, et on va essayer de penser à des choses pour améliorer ça et mettre ça derrière la personne pour qu'elle puisse repartir et avoir une belle vie. Bon, Même Google, il veut participer. Enfin, sinon, c'est Siri. Ouais, c'est Siri. Encore mieux. Du coup, vous allez me dire, mais ouais, tu vas pas faire un TCC avec tes applis, ça parle pas, il n'y a pas d'intérêt, tu vas pas faire ça avec des utilisateurs, c'est un peu bizarre. Oui, mais finalement, quand j'y repense un peu plus, que je me mets un petit peu plus haut en termes de réflexion, au niveau de ma granularité de réflexion, je pense que finalement, on peut comparer un psychologue avec un UX designer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pense qu'un UX designer, c'est la personne qui permet, avec des analyses utilisateurs, avec cette expérience utilisateur, d'avoir des retours de tout ce qui ne va pas dans l'appli. Avec tous ces ateliers qui existent, on sait réellement qu'est-ce qui ne va pas, rapidement. Donc, je me suis amusée à essayer de trouver des ateliers qui pourraient nous dire où est la complexité et où est-ce que l'utilisateur rencontre cette complexité-là. Donc, j'en ai listé 3 que je vais vous présenter. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite ou si vous avez des questions. Je veux bien aussi en prendre quelques-unes maintenant.
Le premier des ateliers, c'est le test des 5 secondes. Est-ce que vous connaissez? Non? Je vais vous poser ça à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Le test des 5 secondes, c'est très, très, très simple. Vous allez avoir un écran, des utilisateurs. Alors souvent, l'écran, il faut bien choisir votre écran. C'est-à-dire que vous allez prendre l'écran, par exemple, où il y a tous les menus de votre applicatif. La home page ou carrément du dashboarding. L'écran qui, pour vous, est un peu le nerf de la guerre de votre appli. Et cet écran-là, vous allez au départ le faire voir à vos utilisateurs pendant 5 secondes. Et après, vous le cachez direct. Et vous faites ça après avec 10 secondes. Et vous cachez direct. Puis avec 15 secondes. Et vous recachez. Et à chaque fois, vous les forcez à écrire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont aperçu. Au niveau fonctionnalité, au niveau naming, au niveau des couleurs et au niveau de la navigation. Or ça, au début, vous ne leur dites pas, vous dites essayez de sortir ce que vous pouvez de l'écran que vous avez vu. J'ai fait le test avec un de nos concurrents, avec des développeurs de chez nous, Front, pour voir si ils étaient du milieu, ils connaissaient un peu le métier, donc on va faire le test. Donc premier test des 5 secondes avec un écran. Le développeur sort cet écran. Et vous remarquez, il a réussi à voir donc, les regroupements fonctionnels et surtout la navigation. Il a quand même vu qu'il y avait un élément en haut pour naviguer et que dans la liste, j'allais avoir des actions. Mais il n'a pas encore vu les actions primaires et il n'a pas encore vu les actions secondaires, ni les couleurs. Il a juste vu un peu la navigation et la forme de l'écran. On va aller plus loin du coup. On va faire le test avec 10 secondes. Vous allez dire, ça n'a pas trop changé, mais si en fait. Il a remis en haut la barre de navigation, il a vu qu'il y avait des schémas, donc il a su que le premier élément, c'était un peu des retours sur notre campagne de publicité. C'est est-ce qu'il y a eu des ventes, combien il y a eu de taux de visibilité, etc., etc. Et ensuite, il a la première fonction primaire de pouvoir rajouter une nouvelle ligne. Une ligne, pour nous, dans le jargon, c'est un élément qui va venir encore diffuser. En fait, on va des fois utiliser la même créative, mais sur des éléments différents. Par exemple, on a vu qu'une publicité marchait bien entre 9h et 10h, parce que c'était sur du chocolat. Et ben, du coup, on va créer peut-être une pub que de 9h à 10h, et peut-être que ça va fonctionner mieux. Donc clairement, la personne qui a fait ce test 10 secondes, elle s'en est pas aperçue du tout, mais elle a réussi à voir la navigation, la fonctionnalité primaire des graphiques, et l'autre fonctionnalité primaire, c'est-à-dire le bouton d'action de l'écran. Il l'a sorti. Et au bout de 15 secondes, il a réussi à sortir des couleurs, il a réussi à sortir des éléments secondaires, comme la liste, avec le fait de pouvoir filtrer, de pouvoir chercher, d'avoir à chaque fois de pouvoir les agrandir. Il a vu qu'il y avait des tables différentes en haut, il a vu qu'il y avait des actions aussi au niveau paramétrage en hauteur. Vous allez me dire, ça sert à quoi ça? Eh bien, en fait, c'est super intéressant si vous le faites sur votre applicatif. Parce que vous en souvenez sur le tri de cartes, les fonctionnalités avec plein de gommettes qui étaient très 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 prioritaires. Eh bien, ces fonctionnalités-là, je peux vous dire que si elles ne ressortent pas dans le jeu des 5, 10, 15 secondes, ben, ça veut dire que l'écran est mal conçu. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez mise en avant. Pareil, s'il y a des fonctionnalités secondaires que vous retrouvez, au bout de 5 secondes, c'est mauvais. Ça veut dire que votre écran est beaucoup trop complexe. Ça veut dire que vous avez mis en avant des fonctionnalités qui n'auraient pas dû être là. Donc peut-être que votre développeur, ou peut-être que le produit, peut-être que tout le monde, on pourrait essayer de repenser les écrans pour que ces actions secondaires soient mises ailleurs et du coup génèrent un peu moins de complexité sur des écrans qui sont déjà énormes, qui sont déjà des homepages ou des gestionnaires de campagne. Vous voyez un peu l'utilité? Ou je vais trop loin? Ok. J'ai un fan, c'est bien, merci. Donc voilà, le premier test, c'est rapide, ça coûte pas grand-chose, 3 bouts de papier, un peu de temps. Vous pouvez faire avec vos concurrents pour vous donner des idées, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement voulu mettre en avant. Et là, clairement, cet écran, moi, je l'adore. C'est un de nos plus gros concurrents. Et quand vous voyez ça, il a tout compris. Parce que dans une campagne publicitaire, vous voulez avoir quoi quand vous arrivez sur une campagne? Les chiffres et savoir si je ne peux pas rajouter d'autres lignes pour diffuser plus. Il a tout gagné. Ensuite, j'ai repris un atelier que je faisais dans mon ancienne société qui s'appelle la complétion de phrases. Vous connaissez peut-être, après c'est assez simple. Hein. Le principe, c'est que vous construisez une phrase avec votre application, par exemple, utilisez Terra et... les fonctionnalités de Terra sont... Alors, c'est pas Blanc Manger Coco ni Cards Against Humanity. Hein. Il ne faut pas répondre avec une carte horrible, c'est pas ça. Je ne vous demande pas ça.
Mais par contre, ça, c'est très très bien de le faire avec des utilisateurs, de le faire timer et d'avoir des retours. Et des fois, vu que c'est des choses qui sont assez ouvertes, la complétion de phrases va vous aider à avoir un champ lexical super intéressant. Nous, dans notre ancienne société qu'on avait utilisée, il y avait utiliser Terra et compliqué, mais nous aide quand même. Oui, soit plus... Ou les fonctionnalités de Terra sont super intéressantes, super rapides, mais peu fiables. Ah ouais, mais pourquoi ? Et en fait, on s'apercevait que c'était des éléments qui, du coup, étaient créés parce qu'on avait trop de complexité, parce qu'on voulait trop en mettre. Et rapidement, ça nous aidait à améliorer. Et si vous le faites chez vous, c'est encore très simple. Vous timez, vous prenez un utilisateur, vous répondez aux questions. Et le mieux, c'est de le faire quelques semaines après, une fois que vous avez fait des releases qui corrigent un peu ce que vous avez noté. Puis vous pouvez en faire un après dans 2 mois, 3 mois, et vous essayez ça de manière itérative. Et c'est super intéressant parce que vous avez aussi des retours sur le design assez direct. Donc pour même un dev front, c'est assez intéressant d'avoir tout ça. Ensuite, il y a le fameux test utilisateur. Tout le monde l'a fait. Alors, je vais vous lire la BD parce que je pense que tout le monde va essayer de le lire. Faut faire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Uploader ? C'est quoi ça encore ? Bon, on ne peut pas fermer. Ça bug ou quoi ? Bon, ça marche pas. Et voilà, c'est planté. Bon, merde les gars, l'appli passe pas le test de la ménagère. Il va falloir refaire tout l'UX. Je pense qu'on a tous eu ça, ou ceux qui font des tests utilisateurs l'ont tous vécu. C'est vous mettez votre appli, vous êtes super fiers avant que ça soit mis en prod. Vous dites, allez-y, c'est une version bêta, on va essayer de faire un workflow simple, essayez de créer une campagne. Et la personne va toute seule, sans doc, essayer de voir et de créer sa campagne. Et vous allez souvent avoir des gros murs, parce qu'elle ne va même pas trouver le bon bouton, ou elle va mettre 10 ans avec la souris pour chercher le bouton de validation qui est en fait en bas à droite, ou des fois en haut à droite en fonction des écrans. Bon, bref. Ça, c'est super intéressant parce que si vous pouvez le filmer et après analyser le pointeur, analyser le temps qu'elle a mis et le faire avec plusieurs utilisateurs, ça donne énormément d'insights. Et ça permet aussi de savoir où est-ce qu'il a péché. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu après cette étape ? Pourquoi il n'est pas allé sur la deuxième étape ? Qu'est-ce qu'il y en a empêché ? Et ça, souvent, c'est dû à des écrans trop complexes, peu lisibles. Et ça va avec cette complexité essentielle qu'on essaie de régler, c'est-à-dire qu'on va essayer d'alléger nos écrans et de faire que nos écrans soient beaucoup plus simples à maintenir. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé l'ensemble des points qui sont, on va dire, négatifs, complexes dans notre appli, grâce à ces retours utilisateurs. Mais vous allez me dire, ouais, mais Estelle, comment on fait pour les corriger ? Parce que c'est bien de les avoir, mais maintenant, moi, je ne suis pas Mère Teresa, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça. OK. Donc là, je vais vous présenter un dernier atelier qui s'appelle l'atelier des 6 chapeaux de Bono. Est-ce que vous connaissez, encore une fois ? Ouais ? Ah si, quelques-uns, c'est bien. En fait, cet atelier-là, je l'aime beaucoup parce qu'il peut être utilisé pas forcément que dans un domaine UX. Ça s'appelle les 6 chapeaux de Bono parce qu'il y a 6 chapeaux. Non, il n'y a pas Bono, notre chanteur U2. Mais le principe, il est assez simple. C'est quand vous avez un problème qui est très difficile à comprendre, ou entre guillemets, où vous n'avez qu'une seule piste de réflexion et que vous arrivez toujours sur la même solution, eh bien, grâce à cet atelier-là, vous allez sortir un peu de ce carcan-là. C'est-à-dire que vous allez prendre votre problématique et vous allez faire passer cette problématique sous 6 chapeaux, donc sous 6 questions complètement différentes, ce qui fait que l'angle de réflexion va être complètement différent et que vous allez avoir une vraie solution à la fin qui va être complète, où vous aurez vraiment essayé de faire vraiment un état des lieux de tout. Le premier chapeau, vous allez prendre votre problématique et vous allez prendre le chapeau de neutralité. C'est celui où, au final, vous allez prendre tous les éléments factuels. Le nombre de régressions, le nombre de bugs, est-ce que la fonctionnalité, combien on met de temps pour faire telle action, les informations que vous avez eues de vos utilisateurs, ça c'est le chapeau de la neutralité. Après, chapeau de l'émotion. C'est là où l'équipe, dev, PO, market, tout le monde se lâche en disant est-ce qu'il y a des frustrations dans l'équipe ? Ensuite, chapeau de la créativité, où là, on va essayer d'imaginer de manière complètement absurde toutes les solutions qu'on pourrait imaginer. Ensuite, on va prendre le chapeau pessimisme et optimisme pour essayer de trouver, à partir des solutions qu'on a générées dans le chapeau de créativité, les côtés positifs et négatifs. Puis,
on a le chapeau de l'organisation pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec tous ces retours, quelles solutions on prend et où on va. Donc on va faire un petit exemple. Je vous ai parlé beaucoup de mon métier, des campagnes publicitaires. Eh bien, vous savez que chez nous, on a un gros problème, c'est que notre formulaire de création de campagne, il est énorme. Il est super difficile à appréhender parce qu'il y a 7 ou 8 étapes. Et dans le métier de la publicité, malheureusement, c'est toujours pareil. Il y a énormément d'étapes. Donc moi, je me suis dit, la problématique, c'est comment simplifier ce workflow. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution qui permettrait de simplifier notre création de campagne qui prend 7 étapes ? On a fait du coup, enfin toute seule, j'ai fait, parce qu'il faut le savoir, les équipes n'ont pas tout le temps nécessaire pour faire des ateliers. Donc on a fait des ateliers, enfin j'ai fait un atelier toute seule, où je me suis posé cette question. Donc sur le workflow de campagne, je me suis dit, ok, j'ai eu 4 retours utilisateurs qui m'ont dit que c'était beaucoup trop complexe. J'ai eu 6 régressions, c'est-à-dire que même en ne touchant pas ce formulaire, j'ai eu des impacts de bugs en un mois sur ce formulaire-là. Donc il est beaucoup trop complexe, il est énorme, il doit toucher plein de choses. Et j'ai fait déjà 2 workshops avec des utilisateurs pour bien comprendre leurs besoins. Et je suis toujours pas claire sur mon besoin. Après, j'ai pris mon chapeau d'émotion et je me suis dit, purée, c'est vrai que ce formulaire, il est méga dur à maintenir, l'écran est beaucoup trop complexe. Si je pouvais vous montrer, vous allez me dire, mais en fait, il est énorme. C'est-à-dire qu'on a 7 étapes et sur chaque étape, on a un scroll avec une énorme page, avec plein de targeting géo, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement dur à le maintenir au niveau du dev, parce que dès qu'on rentre dedans, c'est assez deep. Et ensuite, c'est un écran qui sait tout faire, mais que personne n'utilise dans son intégralité. En effet, le fait de faire des écrans complexes, personne ne l'utilise à 100%. Ils vont juste faire ce qu'ils veulent, et puis au final, voilà. Au niveau créativité, j'ai eu plusieurs idées. Plus faire de campagne de pub, parce que c'est la merde de la pub. Non, je dirais pas ça. Mais clairement, plus faire de campagne. Faire un workflow un peu plus simple, avec peu d'éléments, finalement, des choses qui soient centrées vraiment sur ce que l'utilisateur a besoin. Ou faire un écran qui soit déjà paramétré avec les choix de l'utilisateur. Peu bizarre, mais oui, ça peut marcher. Ensuite, j'ai pris le pessimisme. J'ai listé donc, sur les 2 solutions que j'ai gardées, c'est-à-dire la première et la dernière de ma créativité, les points un peu négatifs. Ensuite, j'ai listé les points positifs. Et au final, quand j'ai regardé ce tableau, je me suis dit qu'en effet, il y a une solution qui sortait du lot. C'était notre solution de faire un workflow plus simple. C'est-à-dire, quand mon utilisateur arrive, lui donner un formulaire qui est classique, qui est assez simple à utiliser. Et si on a quelqu'un qui est en face de nous, quelqu'un qui est assez costaud, qui connaît bien le produit, qui sait exactement où il veut aller, à ce moment-là, il est juste un petit clic à faire et il arrive sur le formulaire un peu plus complexe. C'est simple à faire, on ne change pas l'ensemble de notre formulaire, on sépare un peu les 2 workflows et c'est réglé. Après, il suffit de bien l'imaginer. Mais voilà, le chapeau de Bono m'a permis, à la fin, d'avoir dans l'organisation, demander à mes devs si on peut faire un POC assez rapide, faire un dernier atelier utilisateur pour savoir comment je vais créer ce nouveau workflow, et etc., l'ajouter à la roadmap, la prévoir, etc. Voilà. Et enfin, du coup, là, j'ai quasiment bien essayé de trouver mon problème, de gérer ma complexité, etc., etc. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'éviter toute surcharge future ? Et je me suis dit, ça serait cool de mettre en place des nouveaux outils qui me permettraient d'automatiser un peu tout ce reporting-là pour que j'évite de faire plein d'ateliers, plutôt que de faire des ateliers que ça me pop plutôt, que ça vienne d'un push. Du coup, j'ai utilisé quelques outils. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je serais très très contente d'en discuter avec vous. Il y a notre outil super sympa de Google Analytics, qui, c'est l'un des plus anciens, mais celui qui est le plus utilisé, et que moi aussi j'utilise pour calculer les taux de conversion, les taux de rebond, le nombre de clics, le nombre de secondes par session, etc., etc. Donc on fait du web, donc ça marche. Pour les clients lourds, je ne sais pas. Ensuite, il y a Hotjar, qui fait des heatmaps. Donc je pense que vous en avez tous vu, ce genre de carte où sur un écran, vous avez la possibilité de voir le parcours de la souris, ou de faire ça en fonction des clics, ou encore de faire ça au niveau du scroll, et de voir où est-ce que l'utilisateur est le plus allé. Et ça vous montre aussi un peu, comme le test des 5 secondes, qu'est-ce qui est le plus mis en avant, qu'est-ce qui est le plus consulté, et par contre, s'il y avait une fonctionnalité primaire qui n'est pas du tout consultée, vous savez que là, il y a peut-être un problème. Est-ce que je la vire, est-ce que je la supprime, est-ce que je fais un atelier pour savoir qu'est-ce que j'en fais ? Voilà, tout ça.
Et après, il existe d'autres outils que je n'ai pas utilisés, Flink et Inspectlet, qui permettent aussi de faire ça, qui sont eux plus sur de la vidéo en temps réel, où vous pouvez enregistrer le parcours de votre utilisateur. Donc le bilan, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Non, je n'ai pas pris de drogue pour vous faire ce talk. Je suis désolée, je suis partie un peu au bout de mon envie de faire un parallèle entre l'appli et nous, mais quelque part, ça nous a aidé à trouver 4 piliers de simplification. Rapidement, ces 4 piliers, c'était quoi? Le premier, c'était de savoir quelles étaient nos valeurs, c'est-à-dire être sur l'empathie. Après, c'était de définir et de prioriser rapidement les fonctionnalités que l'on souhaitait faire. Ensuite, de faire des prototypages, de faire du test utilisateur. Et en dernier, faire un peu du feedback automatique avec des outils comme Hotjar ou comme Analytics. Et ça, clairement, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une approche que l'on utilise en UX qui s'appelle le design thinking. Le design thinking, ça peut se faire en 3, 5 ou 7 étapes, mais le but reste le même, c'est de partir sur une problématique que l'on a, métier, et d'essayer de le réaliser en d'abord essayant de comprendre le besoin, ensuite de générer des idées, ensuite de les tester, et puis bien sûr, tout simplement de le mettre en prod, et après on fait ça de manière itérative, c'est-à-dire que tous ces éléments-là vont venir s'enchaîner. Je passe un peu vite, mais je sais qu'on me dit d'arrêter. Et je continue quand même, vous inquiétez pas, je vais finir. Et donc ces 5 phases sont itératives, c'est-à-dire que vous pouvez revenir à chaque fois si vous avez l'impression d'avoir manqué de retour utilisateur ou si à un moment donné vous pensez que la génération d'idées n'était pas assez puissante. Donc comme je vous l'ai dit, le design thinking, c'est une approche de la philosophie UX et qui est bourrée de plein de méthodologies. Donc mes dernières slides seraient pour vous dire, oui, je vis un peu au pays des licornes. C'est-à-dire que oui, j'ai une société qui me permet de faire ça, de prendre un peu de temps à mes utilisateurs et ma société. Mais clairement, il y a des choses que je vous ai données qui sont très rapides à mettre en place et sur lesquelles vous pouvez toujours essayer de faire. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et j'ouvrirai cette conf sur un dernier problème, c'est que on a parlé de Caroline tout à l'heure, mais Caroline, elle a eu ce problème où on lui rajoutait plein de features et on ne lui demandait pas du tout son avis, on lui rajoutait, elle faisait. Peut-être que l'application était en burn-out parce que peut-être que Caroline aussi n'était pas très bien. Elle était aussi, elle aussi attendue par le temps. Donc peut-être est-ce que ça ne viendrait pas aussi de l'environnement dans lequel on est au niveau des sociétés? Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des piliers de simplification, un peu de notre surcharge mentale, au niveau de nos sociétés? Ça, on peut se poser la question. Merci beaucoup.